Ravi de vous retrouver. On vient de le voir à notre précédente table ronde, rebondir c'est bien, c'est nécessaire et c'est possible. Mais ça n'est sans doute pas suffisant. Il faut aussi savoir se réinventer. On a commencé à parler de certains de ces thèmes, relocalisation, nearshoring, reshoring, transformation numérique, transition digitale, responsabilité sociétale. Voici certains des sujets de réinvention dont va traiter cette nouvelle table ronde. C'est Claude Albert, ici en duplex, président de Collins Aerospace Europe, qui va présider cette table ronde et qui va l'introduire. Les participants du panel sont déjà en place, soit sur écran, soit sur scène. Pascal Pogam de l'Express qui va animer ce débat. Merci Pascal. Frédéric Collet de Novartis France. François Rispe de Prologis. Clarisse Loss de MSD France. Et Florence Tondu-Mélic de Zurich France. Claude, à toi de jouer. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc nous voilà réunis pour la 4e table ronde de la journée et comme tu l'as dit, sur le thème se réinventer. Alors se réinventer, oui, parce que la crise du coronavirus a eu un tel impact sur l'économie qu'on peut penser que cela fera émerger un nouveau monde. Mais la question est alors à quoi ressemblera-t-il ce nouveau monde ? Parce que cette crise sanitaire puis économique, elle a souvent été analysée comme étant celle de la mondialisation, ou plus précisément des excès de la mondialisation. Mais je pense que ce serait une erreur de, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour maintenir dans l'après un niveau de croissance créateur d'emplois, créateur de richesses, et nous, on le sait tous, les entreprises de notre communauté en font leur part, en assurent une part significative en France, eh bien, pour assurer cet après, le monde doit rester ouvert et interconnecté. Et il serait suicidaire, et la crise l'a aussi révélé, que ce monde, le monde de demain, le nouveau monde, comme je l'appelais tout à l'heure, se construise autour de frontières qui se ferment, d'États qui se rétractent, ou se replient en se confinant. C'est un mot à la mode. Et je l'illustrais avec mon industrie, l'industrie aéronautique, parce que c'est un parfait témoignage. C'est l'une des industries les plus touchées par la crise. Le trafic s'est véritablement, brutalement effondré. Et collectivement, dans l'industrie, nous avons réagi. Et nous avons réagi avec des mesures qui doivent donner confiance aux passagers. Juste un exemple, hein, on met en place des filtres haute efficacité
qui fait que nos cabines d'avion sont aussi sûres qu'un bloc opératoire. L'air est continuellement renouvelé dans les cabines d'avion. Donc on a les technologies, on continue d'innover. Pourtant, le trafic est toujours à l'arrêt. Car les véritables barrières viennent des États, avec la fermeture des frontières, ou bien même si ces frontières sont ouvertes, le risque de quarantaine qui, et je le comprends, fait que très peu de monde voyage. C'est, comme je l'ai dit, l'illustration parfaite des conséquences d'un monde fermé, isolé, cloisonné. Ce n'est pas le nouveau monde que nous voulons. Bon, ceci étant dit, le monde doit se réinventer. Il doit se réinventer pour continuer à avancer. Il va y avoir donc des nouveaux critères, et des nouveaux critères qui, notamment, vont être au cœur des projets de développement économique et du thème qui nous anime, de l'attractivité des territoires. Alors, je dis nouveaux critères, et on l'a dit dans la table ronde précédente, la crise a probablement amplifié les tendances qui étaient déjà engagées. Et ces critères ne sortent pas tout à fait du chapeau durant la crise. Et donc j'en citerai 3 ici, mais sous forme de questions, parce que c'est véritablement de cela dont nous parlerons durant la table ronde. La première, c'est y a-t-il, en tant que nouveau critère, de nouvelles attentes citoyennes, comme la lutte contre le réchauffement climatique, la mise en place de circuits courts, le respect du développement durable ou des approches de long terme. Deuxièmement, l'impact du digital et du numérique, les infrastructures, les technologies du futur et la qualité de l'écosystème numérique. Est-ce qu'ils auront plus de poids qu'auparavant dans le choix par une entreprise de la destination de son futur investissement? Et enfin, 3, quelle est l'importance finalement de la résilience des économies de ce nouveau monde? Parce qu'il y a de nouveaux risques systémiques. Par exemple, évidemment, les risques épidémiques qui s'ajoutent aux risques terroristes, qui s'ajoutent aux risques économiques et sociaux. Et donc, quel est le poids de ce critère dans les choix de tel pays ou de tel autre? Donc, la question clé pour nous en France, c'est de savoir si cette nouvelle donne va bénéficier à la France ou au contraire la pénaliser, justement, au moment où on vient de monter sur la première marche du podium, comme Eric nous l'a montré dans le baromètre EY. Donc, comment se réinventer, Pascal Pogam? Je vous laisse la parole. C'est ce dont nous allons parler lors de notre table ronde. Merci Claude Albert. Je pense que vous avez bien résumé le défi qui est le nôtre. Je pense qu'on a hérité sans doute de la table ronde la plus dense en termes de thématiques à aborder en 1 heure de temps, mais on va y arriver. Je vais vous présenter les uns et les autres en quelques mots pour prolonger ce qu'a dit Olivier Marchal en introduction. Claude Albert, je précise que Collins Aerospace est un des leaders mondiaux de l'aérospatiale et de la défense, avec un chiffre d'affaires mondial de l'ordre de 28 milliards de dollars. En tout cas, c'était le cas l'an dernier, c'est toujours le cas cette année à peu près. Oui, non, cette année, il y en aura un petit peu moins. Un petit peu moins, c'est pour ça que j'ai dit à peu près. Mais voilà, à peu près. Clarisse Lost, à mes côtés, qui est présidente de MSD France, filiale du groupe américain pharmaceutique Merck. Je précise que dans la course au vaccin, MSD est engagé aux côtés de l'Institut Pasteur dans une technologie vaccinale qui portera ses fruits peut-être un peu plus tard que Pfizer, mais c'est sur les rails. Vous me le confirmez? Et d'autres projets également, d'ailleurs. Florence Tondu-Mélic, vous êtes présidente directrice générale de Zurich France, un assureur suisse qui assure plus de 90% des sociétés du CAC 40. Tout à fait. Qui représente combien de collaborateurs sur le territoire français? Quelques centaines. On est 60 000 au niveau mondial. 60 000 au niveau mondial. Frédéric Collet, vous êtes président de Novartis France, le laboratoire suisse. Vous êtes également le président du LEM, qui représente les entreprises du médicament en France. Et François Rispe, vous dirigez l'activité énergie et la place de marché B2B en Europe du groupe Prologis, qui est le leader mondial de l'immobilier logistique. Jusque-là, j'ai tout bon?
Oui, absolument. Bon. Parfait. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une première thématique que vous avez abordée, Claude, qui est ces nouveaux critères qui pourraient être ou pas priorisés par les multinationales à l'avenir pour tenir compte de la crise que nous traversons. Demander si d'abord vous pensez effectivement que les multinationales vont changer leur logiciel et aborder leurs décisions d'investissement avec un autre œil, compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'entendais les interventions depuis ce matin. La crise vient bouleverser énormément de domaines dans nos entreprises. Ensuite, sur les critères qui vont venir impacter nos choix d'investissement dans une géographie plutôt qu'un autre, ce n'est pas forcément le domaine dans lequel je pense qu'il y aura le plus de changements, en tout cas dans l'industrie pharmaceutique et en tout cas pour mon groupe. D'ailleurs, si on regarde l'étude Ipsos qui a été faite en préparation de cette journée, sur quels sont les critères décisifs pour nos groupes pour investir dans une géographie. Et il y a clairement 3 critères qui ressortent. Des coûts compétitifs, l'excellence technologique et une bonne croissance économique, une attractivité du marché. Et ces 3 critères ressortent vraiment comme prédominants à plus de 70% des réponses. Alors il y a des critères émergents qui ressortent, hein. Le respect de l'environnement, l'approvisionnement et l'indépendance ou la souveraineté sanitaire. Mais clairement, voilà, dans des scores bien plus bas, bien secondaires. Donc, autant on pourrait dire que ces critères vont émerger, peut-être à un peu plus long terme, c'est des tendances, mais elles ne pourront émerger que si les 3 premiers critères sont réunis, en fait. Je vais prendre un domaine que je connais bien, vous avez cité notre investissement en recherche, mais c'est vrai que mon groupe investit de façon très significative en recherche en France. Et ça, c'est grâce notamment à mes équipes qui ont vraiment porté auprès de mon groupe sur les dernières années l'excellence scientifique de nos centres de recherche, de nos centres hospitaliers, du système de santé, les coûts qui sont compétitifs grâce au crédit impôt recherche, et ça c'est important de le dire, parce que c'est un vrai facteur d'investissement aussi, et aussi les derniers changements réglementaires qui permettent d'accélérer l'autorisation des essais cliniques et donc une accélération de démarrage. Et ces 3 facteurs qui sont essentiels et qui fait, si on regarde juste en 5 ans, on est passé de la 5e filiale en termes d'activité de recherche clinique à la 2e filiale juste après les États-Unis. Et donc on voit bien que quand les 3 critères décisifs qu'on a cités sont réunis, les investissements sont au rendez-vous. Et ce n'est pas sans surprise, c'est vous qui parliez tout à l'heure de notre partenariat avec l'Institut Pasteur sur notre vaccin Covid. Alors on a plusieurs vaccins Covid, on a en fait 3 projets dans des traitements antiviraux et des vaccins, et les 3 sont développés à ce jour en France. Voilà, donc c'est vraiment cette excellence scientifique française et les autres critères sont des éléments importants. Alors, je vais revenir sur ces critères décisifs, mais il y en a un que je voulais nommer particulièrement sur les critères secondaires, c'est la souveraineté sanitaire, l'indépendance sanitaire, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, j'ai l'impression que c'est que ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est ressorti comme très sensible, et à juste titre pendant la crise. Mais Pierre-Claude Fumiolo le disait tout à l'heure, avec beaucoup de raccourcis et d'amalgames, il ne faut pas confondre les politiques de santé avec les politiques industrielles. Il y a des vrais enjeux à rapatrier la localisation de nos industries en France, d'un point de vue emploi, d'un point de vue dynamisme, mais l'indépendance, on ne pourra pas tout rapatrier. Donc il faut vraiment réfléchir différemment. Et je peux comprendre que pour un État, c'est primordial, puisque de s'assurer que les produits critiques, les produits d'urgence, on y a accès à tout moment, surtout en période de crise. Mais pour un laboratoire pharmaceutique, nous, notre mission, elle est de fournir la population mondiale. Et donc, on a besoin, d'un point de vue supply chain, d'être partout dans les géographies. Et on est présent en Asie, on est présent aux États-Unis et on est présent en Europe. Et si je prends un autre exemple pour le rendre très concret, pendant le début de la crise, pendant le premier confinement sur la crise des curares, dont on a beaucoup entendu parler, on était en première ligne dans mon laboratoire. Malgré une demande qui a été multipliée par 20 en quelques jours, on a eu 0 rupture d'approvisionnement. Et ça, c'est grâce à multi-sites, multi-fournisseurs, et qu'on a réussi à avoir une agilité pour pouvoir répondre
à travers les géographies et la disponibilité. Et donc ça, il ne faut pas tout mélanger. C'est justement dans la supply chain l'importance d'avoir des fournisseurs, des sites différents, parce qu'on est dans une complexité forte. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces problématiques d'empreinte industrielle et de relocalisation un petit peu plus tard dans notre échange, je pense. Mais je voulais, vous parliez du crédit impôt recherche, je voulais que vous parliez de l'environnement d'une façon générale réglementaire et législatif français en termes d'attractivité. Est-ce que vous diriez que ces dernières années, et plus particulièrement depuis que ce gouvernement est en place, un certain nombre de décisions ont été prises et qui améliorent l'attractivité du territoire français de ce point de vue-là et incitent plus que par le passé les multinationales à investir dans notre pays? Alors, il y a effectivement le sujet de fiscalité, que ce soit industriel ou recherche. Recherche, clairement, crédit impôt recherche, c'est un élément clé. Il faut surtout le préserver parce que ça nous aide à être compétitifs. Ensuite, il y a d'autres domaines, effectivement, d'un point de vue réglementation, que ce soit facile, parce que si on perd 3 mois au démarrage par rapport, et souvent dans les études cliniques, c'est important. Ensuite, je pense qu'il y a un point dans l'attractivité qui est important, c'est aussi ce qu'on parlait de dynamisme de marché et d'économie. Et ça, c'est un point fondamental pour nos multinationales d'investir dans un marché, se dire qu'on est bien accueilli. Et si on regarde en France, alors je vais revenir parce qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait, mais on reste à la traîne d'un point de vue accès au marché, d'un point de vue délai d'accès au remboursement et les prix des médicaments. Les prix des médicaments sont parmi les plus bas et les délais d'accès sont parmi les plus longs. Donc ça, il y a d'énormes progrès qui sont faits sur les dernières années et que je salue vraiment, impulsés par le CSIS. On voit des réductions des délais, surtout sur des innovations clés, mais il y en a peu qui sont reconnues comme des innovations clés. Donc il y a encore beaucoup à faire dans la feuille de route du CSIS et j'ai envie de dire, il faut continuer dans cet effort qui fait la différence. On est en train de voir les changements. On a un gros travail à faire en tant que dirigeant de promouvoir ces changements auprès de nos maisons mères qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et qui voient encore la France comme la Gaule qui est un peu rebelle. La crise des Gilets jaunes, ça aide pas. Il faut qu'on redouble d'efforts pour justement montrer ces efforts qui sont faits, de communiquer. Et le plan de relance, c'est clairement, est clairement salué et c'est à nous de le porter. Et des sommets comme Choose France va nous aider à créer cet environnement pour promouvoir les réformes importantes qui sont mises en œuvre. Frédéric Collet, j'imagine que vous partagez le regard de Clarisse sur ces sujets. Bien sûr, je vous étonnerai si je ne le sais pas. Maintenant, peut-être quelques compléments par rapport à ce qui a été dit. Le premier, ce qui est intéressant, c'est le thème qui est se réinventer. Et quand on parle de se réinventer, généralement, on parle de ce qu'on a appris. Et finalement, la question, c'est un peu comme ça que Claude l'a posée d'ailleurs. Est-ce que la crise nous a appris des choses que nous ne savions pas avant? Là, écoutez, je vais vous décevoir, mais pas tellement en fait. Pas tellement parce que, dans un sens, oui, quand même, il faut être positif, parce que la crise nous a appris des capacités de mobilisation, des capacités de collaboration dans les différents secteurs, entre les différentes entreprises, entre les différentes institutions, qui étaient sans précédent. Bien sûr, la crise nous a appris que nous pouvions aller beaucoup plus vite, et les vaccins que Clarisse évoque sont un excellent exemple de ça. Maintenant, la crise, elle a révélé un certain nombre de faiblesses que nous connaissions avant, et celles que, en particulier, Clarisse évoque sur notre dépendance industrielle, nos délais en ce qui concerne l'attractivité dans le domaine de la recherche clinique, mais également tout ce qui concerne l'accès au marché, sont des questions que nous connaissions avant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la crise les révèle un peu plus fort, et que du coup, nous pouvons travailler dessus avec plus encore d'attention. Maintenant, pour travailler dessus, et je pense que c'était la question que vous posiez sur les nouveaux critères, je suis absolument d'accord avec ce que dit Clarisse sur le fait qu'une grosse partie de notre travail est de promouvoir auprès de nos groupes ce qui se fait dans notre pays, et nous sommes tous très très attachés à ce qui se fait en France. Maintenant, je pense qu'il y a pour moi 2 critères qui sont dominants pour que le regard de mon groupe sur la France soit bienveillant, si je peux dire. Le premier, c'est la visibilité. Quand on parle d'investissement, on a besoin de voir à long terme. C'est-à-dire que les investissements dans le domaine du médicament en particulier sont des investissements qui s'inscrivent dans le temps. C'est-à-dire le développement d'un médicament, on a l'habitude de dire que c'est une dizaine d'années. Un investissement de production, c'est un investissement qui s'inscrit dans le temps. Les vaccins sont en train de faire mentir cette notion de délai. Mais pour autant, ce sont des investissements qui s'inscrivent dans le temps. Il faut donc que la visibilité soit parfaitement claire. Et avec
un critère particulièrement important, c'est que les politiques de long terme et les politiques de court terme soient harmonieuses. Politique de long terme sur l'attractivité, politique de court terme sur la régulation, et dans le domaine du médicament, elles sont particulièrement importantes. Et le deuxième critère, il est absolument essentiel, et là je rejoins ce qu'évoquait Clarisse, c'est que on ne peut pas sectionner les différentes étapes de l'attractivité. C'est-à-dire que dans le domaine du médicament, notre métier est très simple. Il est de faire de la recherche, de faire du développement clinique, de faire de la production et ensuite de rendre les médicaments accessibles aux patients. Si on veut créer de l'attractivité, il faut travailler sur l'ensemble des éléments de la chaîne. C'est-à-dire, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, uniquement les enjeux de production, ce n'est pas uniquement les enjeux de recherche ou de développement clinique, mais c'est l'ensemble de la chaîne. Et que dirait-on si un médicament était cherché, trouvé en France, développé cliniquement dans cet environnement médical et hospitalier extraordinaire qu'est la France, fabriqué en France, notamment sur les technologies les plus innovantes, mais également sur les technologies matures, et qu'ensuite, il ne soit pas rendu accessible aux patients au minimum dans les mêmes délais et les mêmes conditions que dans les autres pays. Et c'est ça l'enjeu. Donc pour moi, l'enjeu principal, il est celui d'abord de la visibilité sur ces investissements de long terme, et le second, sur la cohérence que nous préservons sur l'ensemble de la chaîne et qu'il ne faut pas sectionner ces éléments de développement. François Ries, je me tourne vers vous parce que je parlais d'environnement propice aux investissements sur notre territoire. On mesure bien la difficulté qui doit être la vôtre quand vous parlez d'investir en France, compte tenu de l'image que peut renvoyer notre pays. Vous parliez, Clarisse, des Gilets jaunes, mais on a des séquences très régulièrement dans l'actualité qui ravivent ces difficultés. Je voulais vous faire réagir en particulier à ce qui se passe en ce moment autour de l'e-commerce et des polémiques qui entourent cette activité. L'e-commerce qui, je le précise, est un des leviers les plus dynamiques aujourd'hui dans votre métier de l'immobilier logistique. Quand vous voyez la fronde anti-Amazon, anti-e-commerce, quel discours est-ce que vous pouvez porter auprès de votre maison mère quand il s'agit d'investir et de construire un nouvel entrepôt sur le territoire français? Alors, on a plusieurs discours, hein, clairement, mais il faut d'abord bien comprendre que c'est un handicap pour la France, mais il faut le relativiser, c'est-à-dire que les problématiques d'implantation de plateformes, par exemple du premier e-commerçant du monde, Amazon, en France, se retrouvent également dans un pays comme l'Allemagne. En revanche, c'est vrai qu'en France, ça prend toujours des proportions qui sont beaucoup plus importantes. Et ça fait souvent les gros titres des journaux américains qui se retrouvent dans la revue de presse interne. Et donc, forcément, c'est un petit peu plus de travail pour nous, ici en France, pour convaincre notre actionnaire de continuer d'investir. Et c'est vrai que le vrai sujet, en fait, dans nos métiers de l'immobilier logistique, il faut savoir quand même que la filière logistique en France, c'est le 5e secteur d'activité économique, c'est 1,9 million d'emplois. Donc, c'est un secteur qui est à la fois très large, très puissant, et qui a une particularité parmi d'autres secteurs, c'est qu'il n'est pas délocalisable. Donc il y a un vrai enjeu pour favoriser l'implantation de sites logistiques, et de sites logistiques évidemment pour le marché français, cela va de soi, mais également pour le marché européen. Et c'est là où probablement la France peine un petit peu à convaincre, et quand je dis la France, c'est-à-dire, je dirais la France dans son acceptation la plus large et dans le sens où les procédures administratives en particulier sont relativement complexes en France, elles sont relativement longues, et donc si on veut attirer des investisseurs étrangers, si on veut s'assurer qu'on ait des grands centres logistiques européens et pas uniquement nationaux ou régionaux sur notre territoire, il faut absolument simplifier nos procédures administratives. Et je vais juste vous donner un exemple qui parle de lui-même. Si vous voulez implanter un centre logistique en France, mettons d'une taille moyenne, aujourd'hui c'est une trentaine de milliers de mètres carrés, sachant que ça va jusqu'à 100 000 ou plus. Trentaine de milliers de mètres carrés, c'est à peu près 300-400 emplois en moyenne, donc c'est pas neutre. Et si en plus vous le faites en région, je pense que ça contribue à l'épanouissement et à la croissance des territoires. Pour pouvoir faire cette création de site, il faut à peu près 18 à 24 mois en France. Si vous faites la même chose, mais exactement rigoureusement la même chose en Allemagne, vous en avez probablement pour 6 à 8 mois maximum. Et c'est vraiment un maximum. Ça tourne souvent autour de 6 mois. Donc on a 12 mois à 18 mois d'écart. Et si vous rajoutez à cela
j'allais dire, la perception de l'image du pays qui est toujours un petit peu complexe à déchiffrer, c'est clair que l'investisseur étranger, il a plus facilement tendance à aller vers la simplicité. Mais néanmoins, moi je pense qu'il n'y a pas de fatalité à tout cela et qu'on peut absolument changer ces choses-là. Et si on regarde juste, encore une fois, sur l'aspect des procédures administratives, et ce qui est vrai dans le secteur de la logistique, il est vrai dans quasiment tous les secteurs. Je ne connais pas, en tous les cas, à ma connaissance, il n'y a pas de secteur d'activité en France où les procédures soient simples. Mais il y a un avantage à se pencher sur cette question, c'est que c'est une question qui n'impacte pas les finances publiques. C'est une question qui a un effet absolument très rapide sur les prises de décision. Et quand on écoutait tout à l'heure Clarisse qui rappelait que la capacité de la France à se relancer, ou des pays à se relancer, est clairement un facteur d'attractivité pour le très court terme, si on arrive à simplifier un certain nombre de nos procédures administratives d'implantation d'activités, de création d'activités, je pense que ça, en tous les cas, contribuera fortement à rendre la France attractive. Ça ne coûte rien au gouvernement et ça peut rapporter beaucoup. Claude Albert, je voulais vous faire réagir rapidement en vous demandant de citer 2 critères qui, selon vous, auraient pu émerger de cette crise et qui entreraient désormais en ligne de compte quand une entreprise multinationale prend une décision d'investissement. Oui, j'ai cité un certain nombre de critères dans mon introduction, mais si je devais en ressortir 2 pour répondre à votre question, c'est l'innovation et la flexibilité. Alors, l'innovation, c'est pas qu'un buzzword. Hein. Pour nous, c'est un critère fondamental. On est une entreprise de haute technologie dans l'aéronautique et la défense. C'est un critère fondamental d'implantation dans un pays. Quelle est l'orientation de ce pays vers l'innovation? Alors, ça passe évidemment par des choses classiques, hein, et ça, on en a parlé, la qualité de l'enseignement, la présence de financement, la présence de fiscalité favorable à l'innovation. Mais ce qui est véritablement nouveau et ce qui a été accéléré par cette crise, c'est que, en termes d'attractivité, la réponse des pays aux questions environnementales et d'efficacité digitale et les innovations dans ce domaine sont maintenant, selon nous, des éléments déterminants pour les décisions d'implantation, hein, et compteront pour un pays, le choix d'un pays ou d'un autre. Et je pense qu'il faudra en reparler un petit peu plus, et notamment sur l'aspect environnemental. La flexibilité, je disais, c'était le 2e critère. Et là encore, c'est pas nouveau, mais la crise a, je dirais, exacerbé ou accélérer ce besoin de flexibilité. Hein, c'est l'existence d'un cadre réglementaire qui permet à des entreprises comme les nôtres de s'adapter aux conditions du marché, parce que à la fin, c'est quand même le marché qui décide de ce qu'on peut faire. C'est pas les réglementations. Et donc la réglementation, elle, doit amener le cadre qui permette de s'adapter au marché. Et donc là, on peut citer un certain nombre d'exemples très positifs qu'a mis en place le gouvernement, comme la PLD, qui permet de maintenir des compétences pour le futur, et maintenir la flexibilité et la réactivité des entreprises pour réagir à une situation qui franchement est encore incertaine et floue. Hein. Évidemment, on voit le vaccin arriver, mais dans quelle mesure va-t-il être déployé, et donc dans quelle mesure, et là je parle pour moi d'industrie, eh bien les voyages vont recommencer. Et donc, par suite, notre activité, revenir à l'activité de 2019. Donc, la flexibilité, très, très importante. Donc, les 2, pour répondre à la question, innovation, flexibilité. Florence Tondu-Mélic, vous vouliez ajouter un mot sur ces critères? Oui, moi je crois qu'il y a un critère qui va être amené à jouer un rôle beaucoup plus fondamental dans le futur, qui est celui de la durabilité, de la pérennité. Nous le voyons bien, nous autres, en tant qu'assureurs, nous sommes amenés à assurer des dommages qui sont de plus en plus coûteux, de par le côté beaucoup plus systémique de la nature des risques et de par aussi du poids beaucoup plus important que jouent les externalités négatives dans nos modèles économiques. Et donc,
nous avons à cœur, et c'est très important pour nous dans nos métiers, de favoriser cette évolution, cette transition vers des économies plus vertes, vers des économies beaucoup plus en maîtrise du sujet numérique. Et je crois que justement, l'Europe et la France ont bien compris cela. On le voit dans leurs différents plans de relance et nous le percevons comme un signal extrêmement positif sur l'attractivité en France et en Europe. Bien, je voudrais que nous abordions un deuxième chapitre de cette table ronde qui est celui de, en bon français, de l'onshoring, nearshoring, offshoring, une thématique de relocalisation dont on a beaucoup parlé au début du premier confinement. On en parle un peu moins dans les médias aujourd'hui et pourtant je mesure combien elle doit être très présente dans vos réflexions aujourd'hui. Frédéric Collet, je voulais savoir de ce point de vue-là, chez Novartis, comment vous abordiez ces questions de relocalisation. On en a parlé très rapidement avec Clarisse, qui nous expliquait combien il était compliqué de raisonner à l'échelle d'un pays dans les métiers qui sont les vôtres. Comment est-ce que vous abordez cette thématique ? Frédéric Collet, pardon. D'abord, effectivement, et là aussi ça a été souligné, la crise a montré que toutes nos entreprises étaient peu ou prou, en tout cas dans le domaine de la santé, même les petites sont des entreprises mondiales. Et donc, elle considère les choses de façon globale. Et d'ailleurs, ça a été un des facteurs clés, et c'est un élément essentiel parce que quelquefois, on se méfie de la mondialisation. Je pense qu'il y a une mondialisation heureuse que la crise est en train de démontrer aussi. Maintenant, la façon dont on parle du offshoring ou inshoring, ça va être lié à l'attractivité du territoire. Aujourd'hui, nous travaillons quand un site de production, et Novartis a beaucoup investi en France dans les dernières années sur des sites, notamment dans le domaine des thérapies géniques et cellulaires, dans le domaine des biotechnologies, dans le domaine également de la médecine nucléaire, sur des sites de très grande compétence. C'est la compétence qui fait la différence, c'est l'expertise locale qui fait la différence, et c'est cet environnement général et l'écosystème qui fait la différence. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce qui va faire l'attractivité, ce sera la cohérence, c'est-à-dire que, typiquement, prenons l'exemple des thérapies géniques et cellulaires, c'est parce que nous avons cette capacité de développement, et en particulier ce terreau médico-scientifique extrêmement puissant et reconnu en France, c'est parce que nous avons un environnement qui permet d'assurer une recherche clinique de qualité. C'est parce que nous avons un environnement qui est aujourd'hui dans le domaine du manufacturing. Il ne s'agit plus de la production à l'ancienne, mais d'une forme de manufacturing qui est fait de façon individualisée, qu'aujourd'hui nous créons les conditions de cette attractivité. Et enfin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand un médicament est développé, cherché, fabriqué en France, il faut également qu'il soit rendu accessible dans les meilleures conditions. Et donc, ce sont ça qui crée les conditions d'attractivité pour qu'un groupe international tel que Novartis décide d'investir. Et aujourd'hui, notre périmètre, un périmètre comme le groupe, comme le nôtre, n'est pas franco-français, il est européen. Il est mondial, bien sûr, mais après ça, les arbitrages se font entre pays européens. Et effectivement, je pense que dans cette crise, le gouvernement a envoyé plusieurs signaux qui étaient très importants. D'une part, effectivement, ce sont toutes les mesures qui ont été prises pour assurer une forme de défense du tissu économique de la meilleure façon qui soit. Et là, ce qui a été fait en France est très singulier. Mais également pour mettre sur la table un plan de relance que nous regardons avec attention parce qu'il repose sur ces trois piliers que sont d'une part l'attractivité économique, par ailleurs la question de l'environnement et enfin les questions sociales et en particulier sur les populations les plus jeunes qui sont des enjeux très importants et qui ont d'une certaine façon reconnu l'environnement de santé comme l'une des 5 priorités stratégiques. Et ça, c'était très important parce que il faut se souvenir que la santé est devenue, dans toutes les enquêtes, la priorité numéro 1 des Français, devant l'emploi, devant l'insécurité, devant tous ces sujets que nous connaissions bien et devant l'environnement également. La santé est devenue la première priorité des Français. Donc c'est un message qui est très fort et le fait que notre industrie soit reconnue comme un secteur stratégique qui bénéficiera de cette attention est un message très très important que nous savons entendre. Clarisse, dans la cohérence qu'évoquait à l'instant Frédéric Collet, il y a la capacité à travailler avec un écosystème qui englobe les startups, le tissu des startups. Comment est-ce que vous travaillez chez MSD avec ces acteurs-là ?
On travaille beaucoup, alors on sort un peu des sujets d'investissement. En fait, on travaille en fonction des problématiques. On part de, voilà, qu'est-ce qu'on a comme problème sur lequel on peut réussir à trouver une solution. Et c'est là où on va aller chercher des startups qui peuvent nous aider à y répondre. Je vais donner un exemple assez simple. Pendant le premier confinement, moi j'avais 2 priorités, sécurité des collaborateurs et l'approvisionnement de nos produits. Et l'approvisionnement, ce n'est pas que en pharmacie, c'est aussi tous les essais cliniques dont on parlait. Les patients, ils sont sous des protocoles et on ne peut pas risquer l'étude, mais c'est aussi un traitement qui s'arrête. Et souvent, ils sont administrés à l'hôpital, or il y avait d'autres priorités. Donc là, on a travaillé avec des startups pour nous aider à faire des injections à domicile, des livraisons à domicile, de pouvoir continuer les essais cliniques et travailler avec des startups. Donc on travaille plus dans un mode, je dirais pas aléatoire, mais vraiment partir, nous, d'un problème bien identifié et alors travailler avec des startups qui peuvent nous aider à y répondre. Mais dans des choix d'investissement, donc de localisation d'activités, la richesse d'un tissu de startup entre en ligne de compte, évidemment. Ça rentre de plus en plus en ligne de compte. Ça fait partie pour moi de ces critères émergents parce que c'est la démonstration aussi d'un pays qui innove, d'un pays avec des compétences, notamment technologiques, scientifiques, et qui sont extrêmement importantes, comme tout le monde le soulignait tout à l'heure, de l'importance d'avoir cette compétence qui est au cœur de tous les investissements. François Rispe, vous êtes bien placé chez Prologis pour observer les mouvements qui concernent la supply chain. Est-ce que vous avez pu constater depuis quelques mois des changements majeurs de fond chez un certain nombre de grands groupes industriels internationalisés et qui témoigneraient d'un mouvement de relocalisation? Alors, de relocalisation, je ne le dirais pas comme ça, parce qu'il n'y a pas de tendance de relocalisation de grands centres logistiques en France aujourd'hui. En revanche, très clairement, dans ce qu'on a pu observer pendant cette crise, il y a quelque chose qui est nouveau, qui est apparu et qui est fondamentalement nouveau. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, je pense que l'ensemble des grands groupes ont travaillé sur l'optimisation de leur supply chain. Et l'optimisation, c'était se rapprocher d'une logique de flux tendu, c'est-à-dire diminuer les stocks. Diminuer les stocks, pourquoi? Parce que les stocks, ça a un coût. Et donc, si on peut les diminuer, très clairement, on impacte le coût de production d'un produit donné. Et donc, c'est clairement la tendance qui a été observée depuis 20 ans. Cette crise révèle quelque chose d'assez inattendu, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement, du jour au lendemain, les flux peuvent être ralentis, qu'on peut être en rupture de stock d'un certain nombre de produits. Je pense qu'on l'a vu très clairement dans le domaine médical. On a parlé de certains produits tout à l'heure. On est tous au courant de ce qui s'est passé pour les masques, sur les comment dirais-je, les aspirateurs pour les hôpitaux. Et donc, ça s'est révélé tout d'un coup qu'on pouvait être en rupture de produits de première nécessité. Et donc, nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des premières réflexions et même des premières décisions qui ont été prises chez un certain nombre de nos clients, c'est d'augmenter leur stock. Et donc, très clairement, l'augmentation des stocks, ça ne relocalise pas des activités, mais ça les développe et ça a tendance à les agrandir sur un territoire donné. Et la France ne fait pas exception parce que très clairement, les flux, aussi rapides circulent-ils, aujourd'hui ont besoin d'être sécurisés. Et pour sécuriser ces flux, il faut aussi avoir des stocks de départ qui soient forcément à l'autre bout du monde. Et on voit bien que cette tendance d'avoir des stocks à l'autre bout du monde restera. En revanche, on voit qu'un certain nombre de stocks pourraient se rapprocher. Et demain, pourquoi pas des nouveaux centres de production. Et je pense que c'est le cas également sur les nouveaux produits qui pourraient être lancés. Je pense que la France a clairement un rôle à jouer du fait de sa capacité technologique et de sa créativité qui est reconnue. On a un rôle à jouer pour probablement localiser les futurs nouveaux produits sur notre territoire. Je pense qu'il est vain d'essayer d'imaginer qu'on va rapatrier les industries traditionnelles qui sont parties aujourd'hui. C'est probablement très coûteux, pas forcément très efficace et probablement assez aléatoire. En revanche, si on se concentre sur les nouveaux produits qui seraient issus également de l'économie digitale, je pense que la France a une vraie carte à jouer
Et c'est là-dessus qu'il faut probablement, j'allais dire, mettre l'accent. Vous posiez tout à l'heure une question sur la capacité du groupe MSD à travailler avec les startups. Je pense que tous les groupes le font, Prologis le fait également. Et je pense qu'en travaillant avec ces startups, on peut créer effectivement ou des nouvelles activités ou des nouveaux produits. Chez Prologis, on le fait très clairement. En France, en particulier dans le domaine de l'énergie, on a lancé en fait la construction de la première plateforme logistique mondiale qui sera carbone zéro, et elle sera livrée l'année prochaine en France. On fait ça avec une start-up française et puis d'autres sociétés françaises d'ailleurs, mais en particulier une start-up. Et on voit que c'est tout à fait possible de faire ça en France, et c'est l'un des atouts de la France. Et je pense qu'il faut le rappeler, le souligner et puis l'accentuer, parce que c'est vrai qu'on est toujours assez prompt, nous Français, à dénoncer tout ce qui ne va pas très bien, en tous les cas à le mettre en exergue, mais on a aussi beaucoup d'atouts, et je pense qu'il faut aussi mettre l'accent là-dessus. Nos pays concurrents voisins savent très bien le faire, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire nous non plus. Florence Tondu-Mélic, je me tourne vers vous pour vous poser une question qui doit être au cœur de votre métier d'assureur. C'est la question de notre résilience face au choc systémique. Une des grandes leçons de cette crise, c'est notre vulnérabilité. Nous n'étions à l'évidence pas préparés à y faire face. Comment faire mieux la prochaine fois, tout simplement? Alors il est vrai, il y a un an, le Forum économique mondial nous alertait sur le fait qu'aucun pays, finalement, n'était véritablement préparé face au risque pandémique. Et je crois qu'aujourd'hui, le risque principal, c'est finalement de reléguer au second rang l'ensemble de ces grandes menaces contemporaines qui étaient préexistantes à ces crises. Je parle en premier lieu de l'urgence écologique, qui était la première des préoccupations des dirigeants à la veille de la crise. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un petit peu l'ironie du sort, puisque l'on voit que la perte de biodiversité crée un cercle vicieux, et je vois Clarisse qui sourit, en termes d'accélération de développement des maladies infectieuses et de moindres ressources pour la recherche médicale pour y faire face. Et donc, cet exemple est un exemple parmi d'autres, mais l'on voit bien qu'on ne peut pas mettre ce sujet de côté. De la même façon, la menace cyber, elle, ne faiblit pas. On voit que les cyberattaques par ransomware se sont quasiment multipliées par 2 cette année, et qu'avec la généralisation du télétravail, avec l'accélération de la digitalisation des modèles économiques, eh bien, les entreprises sont plus que jamais exposées à ces menaces, sans même parler du développement de cyberarmées dans certains pays qui pourraient mettre à terre des multinationales, voire des pays tout entiers. Et donc, pour répondre à la question, du coup, comment bâtir un futur plus résilient, je crois qu'il faut prendre en compte 2 types de considérations. Une première considération qui est celle de la nature maintenant systémique de ces grands risques, et l'autre qui est celle de la nécessité de corriger nos modèles de développement. Puisqu'on le voit bien, aujourd'hui, nous sommes dans des économies qui sont globales, qui sont connectées, et donc la nature du risque change, devient plus complexe, plus systémique, il est difficile de le cantonner, et avec des effets en fait de réaction en chaîne, peuvent mettre à terre une économie tout entière. Et donc, finalement, cette crise en est la manifestation concrète. Elle nous apprend, nous, assureurs, 2 choses. La première chose, c'est que nos modèles historiques qui sont liés à de la mutualisation du risque, à une approche de portefeuille, où on diversifie par géographie, par type de filière, par typologie de clients, eh bien, ces modèles ne fonctionnent plus quand on est face à ce type de risque. Donc il y a une nécessité très profonde, et c'est d'ailleurs le titre du panel, de réinventer notre métier, de réinventer nos modèles. La deuxième leçon que l'on voit, c'est qu'aucun agent économique, privé ou public, ne peut supporter aujourd'hui le coût d'un tel risque. La facture, elle a été chiffrée par l'OCDE à 7 000 milliards de dollars. C'est 2,5 fois le PIB de la France. Et donc, ce que l'on voit bien, c'est que les solutions de demain, elles passeront nécessairement par des partenariats, notamment public-privé, et par davantage de multilatéralisme. Et ces partenariats public-privé, on les voit émerger aujourd'hui de 2 natures. La première nature, c'est, on le voit bien, à l'image de ce qui est fait avec la mise en place de ce fonds pandémie, c'est
un travail public-privé sur la façon dont on répartit le risque d'une façon équilibrée. Mais il y a un deuxième travail qui, à mon sens, est beaucoup plus fondamental, qui est celui de l'engagement que l'on doit prendre collectivement pour imposer des modifications dans nos modèles économiques pour adresser ce problème des externalités négatives dont j'ai parlé. Et c'est quoi les externalités négatives? Eh bien, c'est tout ce bien commun, l'atmosphère, la biodiversité, aujourd'hui, qui n'a pas de prix. Et donc, ce qu'il importe, et on a le débat aujourd'hui sur la taxe carbone, c'est de voir comment est-ce que l'usage de ce bien peut être réintégré dans les produits, dans les services, dans leurs prix, de façon à changer de façon plus radicale les comportements des différents agents économiques, de façon à mieux valoriser certains modèles économiques plus vertueux et de faciliter cette transition. Alors, il va de soi que cette transition, qui va nécessiter des investissements massifs en infrastructures, en technologie, qui va nécessiter de repenser nos modes de consommation, nos modes de mobilité, eh bien, elle doit se faire de façon cadencée parce qu'il n'est pas question de mettre à terre des industries qui sont déjà aujourd'hui très durement touchées. Et c'est là, peut-être, pour conclure, que nous autres assureurs, nous avons aussi un rôle à jouer puisque nous sommes aussi des investisseurs de long terme dans les économies. Zurich, en France, investit 13 milliards dans les bons du Trésor et dans les entreprises françaises. Et donc aujourd'hui, au travers de cette allocation du capital, nous pouvons permettre de créer les équilibres de demain, ou en tout cas d'anticiper les déséquilibres économiques, environnementaux, sociaux de demain, dont quelque part nous aurons aussi à assurer les conséquences. Et je crois que sur ces différents critères, en particulier celui de l'attractivité économique, mais aussi de cette notion de responsabilisation. Tant les plans de relance au niveau européen que les plans de relance au niveau français ont pris des directions assez fortes, puisqu'on voit qu'un tiers des investissements vont être fléchés sur la lutte contre le réchauffement climatique et une portion non négligeable sur la transition numérique. Eh bien, tout ça, ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des signaux forts pour nous autres qui sont aussi des investisseurs de long terme dans les économies pour assurer ce futur, j'espère, beaucoup plus résilient. Clarisse Lost, je me tourne vers vous pour savoir si cette idée d'encourager des partenariats publics-privés pour nous rendre plus résilients vous inspire, et j'imagine que vous partagez en grande partie l'analyse qui vient d'être faite. C'est clairement ce que je voulais rebondir sur ton intervention, parce que c'est vrai qu'on voit ce que la crise a fait émerger de façon très forte, et on ne le découvre pas. Mais je pense que ce que ça a mis en lumière, c'est que ces partenariats publics-privés sont vraiment nécessaires. Et ce n'est pas 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 3. Et chacun a son rôle, chacun peut contribuer. Et si on le regarde d'ailleurs sur tous les vaccins Covid, à quel point c'est parti d'une invention dans le public qui a pu grandir et grâce à une start-up qui derrière rentre en puissance grâce à un laboratoire qui lui a la puissance de développement, les États qui peuvent potentiellement aider sur les plans de fabrication. Voilà, et on voit à quel point tous les acteurs sont essentiels, et ça nous permet aujourd'hui, c'est un exemple criant parce que ça nous permet aujourd'hui d'avoir un vaccin en 1 an. Voilà, si avant on ne pouvait pas espérer aussi rapide, mais c'est justement la force d'avoir mis tous les acteurs ensemble collectivement sur un même objectif, et on voit la puissance. Et je pense que c'est clairement quelque chose dont il faut tirer les leçons pour aller encore plus loin demain en termes de partenariat public-privé à tous les niveaux. Claude Albert, sur ces sujets, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je pense que la réponse aux crises systémiques de plus en plus nombreuses, c'est quelque chose de très important. Et la façon dont les pays vont s'organiser et vont être perçus dans leur capacité à répondre à ces crises systémiques à venir, je pense, est quelque chose de fondamental pour l'avenir. Et je pense que de ce point de vue-là, la France a pris la mesure. La crise pandémique, au début, un début difficile, les masques n'étaient pas prêts, mais je pense que la France a pris la mesure et de ce point de vue-là, est perçue comme étant bien armée. Elle, malheureusement, fait face aussi au terrorisme, etc. Et donc, je pense que la France
comme je l'ai dit, est bien armé pour faire face et sera perçu en tant que tel dans les décisions d'implantation et d'investissement futurs. Frédéric Collet. Oui, je trouve que la discussion qu'on a là est très intéressante, mais j'ai envie de dire, on parle technique. On parle technique sur les sujets d'attractivité. Et je pense que le principal facteur d'attractivité, il sera autour de ce qu'on appelle les talents, c'est-à-dire notre capacité, et la France est reconnue pour ça, hein, mais à attirer, développer, proposer des parcours à ces jeunes principalement, mais à l'ensemble des collaborateurs. Et on sait qu'en France, nous avons beaucoup à apporter. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cet élément-là dans la crise. Or, la crise, elle nous apprend une chose qui est essentielle, c'est que l'environnement du travail est en train de changer, les aspirations sont en train de changer. Je vais vous donner juste 2 exemples. Moi, j'ai été frappé pendant cette période-là, mais Novartis, qui est un groupe de 100 000 personnes, pendant cette crise, a mis en place 2 choses différentes. La première, le groupe est en train de proposer à ses 100 000 collaborateurs dans le monde de décider du lieu et de la façon dont ils voudront travailler. Vous souhaitez travailler de chez vous, quand vous habitez Montpellier pour travailler à Paris, vous pourrez le faire. Après ça, vous en discutez avec votre équipe. Deuxième élément, c'est également dans cet environnement dans lequel les entreprises ont pu avoir à un moment des comportements assez infantilisants qui, pour les générations actuelles, sont des comportements qui ne leur conviennent plus. On est en train de supprimer tous nos entretiens, la fixation d'objectifs et les entretiens annuels formels. Je dis ça à titre d'exemple parce que je pense que c'est la façon dont nos entreprises doivent aborder le sujet de l'attraction des talents, du développement des talents, parce que ce seront eux qui feront la différence. Et il nous reste 10 minutes pour aborder des questions de transition énergétique et de transformation digitale. Beau challenge. Claude Albert, il vous revient d'introduire ce sujet-là. Oui, merci. Pascal, d'abord, je crois que la crise a été un révélateur de ce point de vue-là. Et elle a fait prendre conscience à l'ensemble du monde économique, mais aussi à nos gouvernements, que les questions environnementales n'étaient pas un frein à la croissance. Ce n'était pas des contraintes, des normes, des taxes, mais comme ça a été perçu par notamment les Gilets jaunes. Hein. Mais c'est un formidable vecteur de croissance. Hein, et par suite, les pays qui utilisent ce vecteur de croissance et mettent en place les conditions favorables en matière d'éducation, de recherche, de financement, de fiscalité incitative, eh bien, seront les plus attractifs. Et je pense que de nombreux pays l'ont compris. Et la France, de ce point de vue-là, était un précurseur avec l'Allemagne. L'Angleterre, vous l'avez tous vu, a annoncé un plan ambitieux la semaine dernière, le plan en 10 points. Et franchement, le fait que la Chine se soit engagée à une neutralité carbone en 2060 a vraisemblablement un agenda économique aussi. Alors, dans le secteur aéronautique, on est bien placé pour parler de ce challenge parce qu'on est montré du doigt. Malgré, je tiens à le rappeler, qu'on soit un des secteurs les plus vertueux en la matière. Hein. On ne représente que 2 à 3% des émissions de CO2 et faire un Paris-Toulouse en avion, c'est 3 litres au 100 par passager, c'est pas plus. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus sur la pollution des avions. Mais le plus important, c'est notre industrie a des objectifs ambitieux et des objectifs de neutralité carbone. Hein, et toute l'industrie travaille. Et chez Collins, Aerospace, on a une large part de notre recherche et développement dans le monde, mais aussi en France. Hein, on a 4000 collaborateurs en France avec des centres d'excellence dans beaucoup de domaines. Eh bien, permettent d'améliorer les performances environnementales des avions, l'hybridation électrique, l'hydrogène, les performances aérodynamiques, acoustiques, etc. Donc, très, très important, hein, la place donnée à la transition énergétique et d'une manière générale aux problématiques de nature sociétale pour l'attractivité et le choix des pays où investir. Florence, vous souhaitiez réagir?
Tout à fait. Je pense qu'au-delà des aspects structurels que l'on évoque ici ou institutionnels, et d'ailleurs à cet égard, le gouvernement a fait des efforts assez importants avec l'engagement qui a été fait pour faire de la France et de la place de Paris comme chef de file européenne sur toutes ces questions d'innovation financière et d'innovation technologique. Je crois que la véritable transformation doit passer par un dialogue multipartite, un dialogue qui associe, et Clarisse l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, société civile, privée, publique, mais aussi pas qu'à un niveau national, avec une dimension multilatérale. Et je crois que c'est là où probablement nous avons encore du chemin à parcourir et qu'il y a encore beaucoup à faire. François Rispe, je disais en vous présentant tout à l'heure que vous étiez en charge des activités énergétiques chez Prologis. C'est-à-dire que pour Prologis, la transition énergétique est une réalité, c'est donc même un nouveau métier pour vous. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce business pour vous? Bien sûr, oui. Il est multiple, mais son premier, j'allais dire sa première application, et c'est clairement l'utilisation de nos toitures d'entrepôts. Nous sommes propriétaires de 100 millions de mètres carrés d'entrepôts dans le monde. 100 millions de mètres carrés, donc c'est potentiellement 100 millions de mètres carrés de panneaux solaires que nous pouvons installer sur nos plateformes. Évidemment, c'est un raccourci un petit peu éloquent, mais on ne peut pas le faire sur toutes nos plateformes. D'abord parce que certains de nos entrepôts sont dans des climats qui ne sont pas forcément toujours très ensoleillés. Deuxièmement, parce que encore faut-il que tous nos entrepôts soient très récents pour pouvoir supporter le poids des panneaux qui, bien qu'ils se soient largement allégés depuis une dizaine d'années, on a encore des entrepôts pour lesquels il nous faut changer les toitures pour pouvoir, en tous les cas, accommoder des systèmes de panneaux solaires. Mais la première activité, c'est celle-ci. Il y a une deuxième activité qui est en train d'émerger aujourd'hui, c'est clairement le stockage d'électricité, mais également le stockage d'énergie fossile. Mais parce que l'énergie fossile, on sait la stocker, on sait la stocker depuis longtemps, c'est pas nouveau. En tous les cas, c'est une des technologies qu'on utilise sur le développement de ce bâtiment carbone zéro dont je parlais tout à l'heure. Mais le stockage d'électricité, parce que la technologie des batteries aujourd'hui a clairement très nettement évolué. Elle est arrivée non pas à un point de stabilité, parce que ça continue d'évoluer, ça continue comment dirais-je, d'innover, mais c'est clair que le point d'inflexion a été passé à la fois sur la stabilité technologique et également sur les coûts. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut utiliser des batteries pour pouvoir stocker de l'énergie sur des points d'activité, en particulier quand vous avez des grosses variations d'activité d'une entreprise ou d'une activité particulière. On peut stocker ces batteries, cette énergie dans des batteries électriques. La troisième activité que nous regardons aujourd'hui, on est en train de faire une étude mondiale qui est assez saisissante, j'allais dire, de cette transition énergétique, parce que finalement, tous nos clients utilisent le transport routier pour être approvisionnés ou pour simplement livrer leurs clients ou le consommateur. Et donc aujourd'hui, on est en train de regarder la problématique des infrastructures de charge de camions électriques et, j'allais dire, hydrogène. Et c'est très intéressant de voir que dans un pays comme les États-Unis, où finalement on est dans un pays du tout pétrole, on est en train de passer d'un pays du tout pétrole à un pays qui sera non pas tout électrique, mais qui va très très vite dans le domaine de l'électrique. Évidemment, il y a quelques entreprises emblématiques que tout le monde connaît, mais on voit que ça s'accélère et je pense que la France et l'Europe ont clairement un rôle à jouer sur ce secteur, parce que c'est évidemment une activité qui pourrait être une activité à basse intensité carbone, voire à une intensité carbone complètement neutre, ce qui serait tout à fait formidable. On n'y est pas encore tout à fait, mais c'est clair que cette activité, aujourd'hui, c'est des activités qui sont en devenir et qui vont arriver très vite. En fait, vous allez voir les camions électriques arriver très vite. Il est d'ailleurs temps qu'ils arrivent, qu'ils soient électriques ou hydrogène. Moi, je suis un peu plus favorable à l'hydrogène parce que je pense que c'est plus efficace sur la durée. Mais néanmoins, on va y arriver très vite parce que quand on est dans une société qui se dématérialise, qui se digitalise, et on le voit bien sur les actes de consommation, on parlait du e-commerce tout à l'heure, il est clair que si tout le monde se met à faire du e-commerce ou à consommer par Internet,
on va avoir une vraie problématique de flux. Et les flux aujourd'hui, c'est quand même des véhicules qui ne sont pas électriques, c'est des véhicules qui sont à énergie fossile, et donc il faut pouvoir résoudre cette problématique. Et Prologis s'est largement engagé dans cette activité. Permettez-moi juste de rajouter un point, puisqu'on parle de l'attractivité de la France et de se réinventer. Et sur le domaine de la transition énergétique, on a clairement beaucoup d'atouts dans ce pays. D'abord parce qu'on a des grands groupes puissants, ensuite parce que nous avons des start-up, je l'évoquais tout à l'heure, dans ce domaine d'activité. Il y a un autre point qui est souvent très méconnu. La France, c'est le plus grand pays industriel à avoir la plus petite intensité carbone au monde, si on compare la France avec les grands pays industriels. Évidemment, la Norvège ou la Suède ont une intensité encore plus basse que celle de la France, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas tout à fait comparables. Il y a 3 millions d'habitants en Norvège, il y en a à peine 10 en Suède, il y en a quasiment 70 dans notre pays. Et en fait, quand on compare la France avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, qui sont nos voisins immédiats, sans même parler des États-Unis, où je disais tout à l'heure que c'était un pays quand même très tourné vers une économie pétrole, ou de la Chine, de l'Australie, on est largement en tête du peloton. Et je pense que c'est un facteur d'attractivité qui me semble être largement méconnu, d'abord de nos concitoyens, parce qu'on a toujours l'impression que on fait jamais bien dans notre pays. La taxe carbone, malheureusement, n'a pas forcément eu la publicité qu'elle aurait. Enfin, en tous les cas, elle a fait mauvaise presse à cette activité. Et je pense qu'on doit clairement mettre en valeur cet atout en France pour attirer des activités industrielles demain, parce que je pense que c'est ce que le monde, c'est ce dont le monde a besoin, et c'est également une source de fierté pour les collaborateurs quand ils travaillent dans ces entreprises. Et donc, c'est aussi une source d'attractivité de talent. Merci François. Claude, Albert, je crois que le moment est venu de prononcer le mot de la fin. Oui, merci Pascal, merci d'avoir animé cette table ronde, et merci à Clarisse, Florence, Frédéric et François pour vos contributions extrêmement intéressantes. J'ai appris plein de choses. Si je voulais résumer, je pense qu'on peut dire que nous avons montré à cette table ronde, on a échangé beaucoup d'idées, mais que la France a toutes les armes pour se réinventer, et pour jouer un rôle majeur dans la croissance de demain. Et cette croissance, on en a parlé, ne saurait être que durable, et elle doit être durable. Et elle doit prendre en compte les attentes des citoyens. Et je pense qu'on peut dire que les entreprises étrangères implantées en France sont prêtes à jouer leur rôle et à reprendre leurs responsabilités dans cette problématique. Donc une conclusion optimiste. Et j'allais dire, moi, j'aimerais finir par un autre message d'optimisme qui, cette fois, est destiné à la nouvelle génération. C'est la génération de ceux qui souffrent tant actuellement, les jeunes qui ne trouvent pas de travail ou qui peuvent pas se réunir. Eh bien, message d'optimisme pour eux, parce que se réinventer, ça veut dire faire des choses différentes, réinventer des choses différentes, des choses qui n'ont jamais été faites. Et pardonnez-moi, encore une fois, je vais l'illustrer par notre industrie, l'industrie aéronautique. C'est une formidable opportunité pour l'avenir de notre industrie de devoir réinventer l'aéronautique pour développer des avions zéro carbone ou pour décarboner le trafic aérien mondial. C'est un défi d'une génération. Ça se produit tous les 30 ou 40 ans. C'est passionnant. Donc voilà, j'aimerais terminer sur ce message d'optimisme et en vous remerciant tous à nouveau. Olivier, je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup Claude, merci à tous les 6 pour cet échange très riche sur des sujets complexes. Et on va finir sur cette note d'optimisme qu'a partagée avec nous Claude. Merci à tous.